webinaire ce matin, très tôt, à 8h30, hein, sur les 6 ingrédients nécessaires pour prendre la maturité en analytique RH. Donc, je sais qu'il y en a, c'est notre 4e webinaire, il y en a qui nous suivent depuis le début, donc on va essayer de faire une intro un peu plus rapide. Vous allez voir, on a changé la formule un petit peu aussi. Puis ceux qui c'est leur première fois, bien, bienvenue à vous. Si on passe à l'agenda, André, donc ça va être assez simple aujourd'hui, vous allez voir, on veut vous parler des 6 ingrédients, et là, en grande primeur, on vous les donne déjà ici. On va en parler un petit peu plus. Mais juste avant de passer aux ingrédients, on veut aussi peut-être là, pour mettre la table, un peu vous parler du modèle de maturité de Josh Bersin. André va vous parler de ça. Au niveau des questions, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de faire ça un petit peu différemment. Étant donné qu'on a changé la formule, c'est un peu plus une discussion. Vous devriez avoir reçu un courriel ce matin déjà avec la présentation dedans. Vous allez voir, comparativement aux autres webinaires qu'on a fait, il y a moins de contenu sur les slides. Donc, on vous invite à prendre des notes. Ça va être plus sous forme de conversation, là. Donc, on vous invite à prendre des notes. On va aussi prendre des questions, mais uniquement dans le chat pendant qu'on fait la présentation aujourd'hui, pendant le webinaire. Ça ne sera pas long, désolé. Donc, donc, je vous invite à les poser, puis c'est moi qui vais relayer vos questions à André pendant qu'elle présente. Donc, de cette façon-là, on va pouvoir avoir un petit peu d'interactivité. Et à la toute fin, on va se garder une période des questions aussi, où ce que là, vous allez pouvoir activer votre micro, votre caméra, puis là, on va pouvoir avoir une plus grande interaction. Donc, on va essayer de faire ça. C'est une nouvelle formule, on l'essaie. Aussi, au niveau des questions techniques, il y a mon collègue Gauthier qui va être là. Donc, si jamais vous avez des problèmes avec la plateforme Teams, gênez-vous pas à parler à Gauthier. Puis j'ai ma collègue aussi, Claudia, qui est là. Donc, vous avez des questions RH que, bon, peut-être plus générales, là, que vous ne voulez pas nécessairement qu'André aborde pendant sa présentation, mais Claudia est là pour ça aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser les ressources dans le chat si vous en avez besoin. Donc, ceci étant dit, qui on est là? Pour ceux qui ça fait 4 fois qu'ils sont avec nous, on va faire ça vite, là. Moi, je suis Mathieu Varier, je suis chez Saint-El. Ça fait à peu près un an, ça va faire un an que je suis chez Saint-El. Je suis la personne aux ventes. Donc, je suis là pour m'occuper de la relation client, puis aider les gens finalement de l'extérieur à connecter avec les bonnes ressources à l'interne. Pour ceux qui sont nouveaux, ben, ça me fait plaisir de vous rencontrer virtuellement aujourd'hui. Puis, évidemment, la personne aujourd'hui là, qui est un peu le clou du spectacle, c'est André Laforge. Pour ceux qui ne la connaissent pas, André, c'est une ingénieure de formation, mais qui a œuvré dans la gestion toute sa vie. Puis, elle fait beaucoup de choses. Si vous recherchez Analytique RH sur Google, vous allez tomber sur toutes sortes de choses qu'elle a soit écrit, contribué, des vidéos. En tout cas, André est très, très présente au niveau de l'analytique RH au Québec. Entre autres, moi, je vous invite, si vous êtes un peu à la recherche, si vous posez des questions au niveau de l'analytique RH, vous êtes curieux d'entreprendre cette espèce de voyage-là dans l'analytique RH, allez visiter son blog, Mesurer le capital humain. Ça fait 10 ans, André, que tu tiens ce blog-là. Et il y a du contenu. André est une femme très prolifique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui est excellent pour un peu tous les niveaux. Si vous commencez, vous êtes plus avancé. Donc, c'est une belle place où aller. Puis, elle a reçu des prix là, aussi. Elle a été nommée cette année là, comme étant, je pense, dans le top 20 des blogs RH à suivre au Québec. Là. C'est un bon blog. Puis juste pour vous donner un peu un background d'André, elle a été nommée plutôt en 2018 par pas par Josh Bersin, mais par David Green plutôt, qui est un Anglais d'Angleterre comme étant une des 50 personnalités les plus influentes en analytique RH au monde. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'elle est là-dedans, puis vous allez voir, elle a beaucoup de bonnes choses à dire aujourd'hui, André. Donc, Saint-El, très, très rapidement, qui on est? Ben, on a deux têtes, je vous dirais, chez Saint-El. On a une tête BI qui fait du BI, là, de l'intelligence d'affaires depuis 33, 34 ans. Et puis, il y a une dizaine d'années, André, avec son équipe, ont comme développé la plateforme d'analytique RH chez Saint-El qui s'appelle Saint-El Capital Humain. 4. Donc, c'est vraiment avec André que tout a démarré. Puis nous aussi, aujourd'hui, on est là pour ça. Là. C'est moi et André, on est dans cette équipe-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait du côté capital humain chez Saint-El? On fait de la formation, toujours en analytique RH pour différentes choses. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'analytique, mesurer des choses, vous allez voir, on a 4 formations qui reviennent en continu, qui sont souvent données en partenariat avec l'Ordre des CRHO également. Donc, ceux qui veulent accumuler des crédits, là, vous pouvez le faire aussi. On fait de l'accompagnement, une entreprise qui voudrait se lancer dans l'analytique RH, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, comment commencer. André a tout, avec son équipe, encore une fois, tout un accompagnement préparé pour ça. On fait des services d'analyse de données, donc que ce soit de la création, de la génération de rapports ou des scientifiques de données, par exemple, qui pourraient faire des modèles prédictifs ou des choses plus avancées, du développement sur mesure quand que c'est nécessaire. Puis évidemment, ben, tout ça là, est brodé autour de la plateforme d'analytique RH client même.
Donc, en gros, c'est ça. Donc, à ce temps, on peut commencer, André. Avant de se lancer dans tout ça, tu voulais aujourd'hui nous parler du modèle de Bersin, de maturité de Bersin, parce que ça met un petit peu la table pour tout le reste, là, finalement. Oui, oui, c'est ça. Ben, bonjour tout le monde. Là, moi, je ne vous vois pas. Je me sens comme à l'aveugle là, parce que j'ai la présentation devant moi. Fait que puis je ne verrai pas les questions dans le chat. Fait que Mathieu, il va falloir que tu m'interrompes là, s'il y a une Pas de question. problème. Donc, le modèle de maturité de Bersin, je ne sais pas si vous connaissez tout Josh Bersin, mais si vous avez un influenceur, un gourou au niveau des technologies RH et au niveau de toutes les pratiques RH, c'est une personne à suivre. Il a sa propre académie et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Monsieur Bersin est probablement un des premiers qui, en 2013, a vu venir l'analytique RH comme un outil pour aider à la fonction RH. Et lui, à ce moment-là, en 2013, il a bâti un modèle de maturité. Ce modèle de maturité-là, moi, j'en parle depuis longtemps. Il est à 4 niveaux. Et je vous dirais que son ancien modèle de 2013 là, était vraiment basé sur où on en est, qu'est-ce qu'on fait dans notre organisation au niveau de l'analytique. Je vous présente maintenant son modèle de 2017 qui a été un petit peu amélioré, puis qui présente aussi davantage là, les actions qu'on doit poser pour l'analytique dans notre organisation. Il faut comprendre qu'il y a 4 niveaux, mais dites-vous qu'il y a un niveau 0. OK? Le niveau 0, c'est on ne fait rien. Bon, on ne fait rien, là, ça veut dire que les décisions sont prises dans l'organisation, les décisions en lien avec le talent sont prises au gré du vent par notre intuition, par notre expérience, mais ce n'est pas du tout basé sur des données ou des faits. Donc, si on regarde les 4 niveaux, le niveau 1, lui, c'est le niveau qu'il appelle le niveau fragmenté et non pris en charge. Donc, c'est vraiment un niveau où là, on est très opérationnel dans ce qu'on fait au niveau de l'analytique. On est très réactif. On a une capacité limitée d'extraire nos données de notre système. C'est très difficile d'extraire les données RH. On base beaucoup encore nos décisions sur l'intuition, sur l'expérience. Et pour nous, pour l'organisation, données, ça ne veut pas dire valeur ajoutée. OK? Si on voit là, le niveau 1 en 2017, 14 des organisations au niveau mondial étaient à ce niveau-là. Et si je me remets en 2013, au niveau 1, il y avait 56 des organisations. Ce qui voudrait dire qu'on a progressé au niveau, on est passé du niveau 1 au niveau 2, c'est qu'il y a eu une progression quand même, OK? Donc, le niveau 1, je viens de vous l'expliquer. Le niveau 2, maintenant, c'est consolidation et construction. Là, au niveau 2, on fait davantage de rapports plus avancés. On commence à parler en termes de tableau de bord. On fait de la collecte de données beaucoup plus fréquente. Donc, on ne fait pas rien que monter un rapport annuel. Là, on va chercher de la donnée plus régulièrement dans nos systèmes. On calcule des indicateurs. Puis, c'est à ce niveau-là là, qu'on commence à penser, ben OK, on devrait peut-être se bâtir un entrepôt de données pour tout mettre notre donnée RH. On commence aussi à vouloir avoir une personne qui est responsable de l'analytique dans notre organisation. Cependant, on passe encore beaucoup, beaucoup de temps et d'efforts sur sortir des rapports RH, sortir des KPI, monter des tableaux de bord. Comme vous voyez, 69 des organisations étaient à ce niveau-là en 2017. Si on additionne les deux, là, 69 plus 14, là, on est à 83 %. Donc, dites-vous que la majorité des organisations se retrouvent au niveau 1 et au niveau 2. Je vous dirais qu'au Québec, là, on est davantage encore plus au niveau 1 qu'au niveau 2, quoique on voit de plus en plus d'organisations là, qui commencent à se structurer au niveau de l'analytique. Le niveau 3, quant à lui, qu'on appelle accessible et utilisé, c'est le niveau où vous allez gagner probablement le plus d'avantages à utiliser l'analytique. Avant, ça s'appelait l'analyse stratégique, ce niveau-là. Mais ce qu'on fait, dans le fond, c'est que là, on prend, oui, de la donnée qui vient de notre système de paye ou de notre système d'information RH, mais on vient chercher de la donnée ailleurs dans l'organisation. Donc,
On vient croiser ça avec de la donnée financière, de la donnée externe, comme le taux de chômage. Donc, au niveau 3, on a plusieurs sources de données. Et au niveau 3, là, on n'est pas en lien que là pour publier des indicateurs de performance. On est vraiment en lien avec la stratégie organisationnelle. On travaille sur des projets d'analytique qui vont aider à prendre des meilleures décisions pour notre croissance d'entreprise. Fait qu'on est davantage plus focusé sur les objectifs d'affaires au niveau 3. Oups, pardonnez-moi. Finalement, le niveau 4, OK, le niveau que tout le monde voudrait atteindre, puis vous voyez, niveau 3, on est rien que 15 là, des organisations qui sont là. Et au Québec, là, ça, je vous dirais, peut-être un 10 d'organisations au Québec qui sont au niveau 3. Le niveau 4, avant, ça s'appelait analyse prédictive parce que, bon, tout le monde veut faire un jour de l'analyse prédictive, mais ce n'est pas juste ça, le niveau 4. Le niveau 4, là, c'est que l'analytique RH est institutionnalisée, c'est-à-dire que ça fait partie de toutes les décisions d'affaires et des décisions de talent. C'est basé sur des faits, OK? On a des données. Donc, tout le monde utilise l'analytique RH dans l'organisation, pas seulement les gens d'RH, parce qu'il faut comprendre que l'analytique RH, ça ne devrait pas rien qu'appartenir au RH, ça devrait appartenir à toute l'organisation. Et là, c'est là qu'on commence là, à avoir vraiment une bonne équipe au niveau 4 et on fait toutes sortes d'expériences, on fait toutes sortes d'analyses. Et habituellement aussi, là, c'est là qu'on va commencer à vouloir que tout, mais pas commencer parce qu'on va l'avoir fait au niveau 3, mais au niveau 4, là, toute la fonction RH, qu'on passe de coordonnateur RH au généraliste, au partenaire d'affaires RH, tout le monde comprend bien l'analytique. OK? Donc, tout le monde maîtrise les données RH à ce niveau-là. Fait qu'on voit là, seulement 2 des organisations au niveau mondial étaient à ce niveau-là. Fait que vous voyez, là, tentez de vous positionner comme organisation où vous êtes là-dedans. Puis on va voir maintenant les ingrédients là, pour pouvoir avancer dans ce niveau de maturité-là. Avant qu'on parle des ingrédients, moi, ça fait 10 ans que j'essaye de comprendre pourquoi on ne va pas plus vite que ça en analytique RH au Québec. Et je vous dirais que ça, c'est un peu les arguments que je reçois des différents clients ou prospects qu'on rencontre. Beaucoup vont nous dire on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire. Beaucoup vont nous dire on n'a pas les budgets pour ça. Bon, ça, c'est la poule et l'œuf. Hein? On n'a pas les budgets, c'est que probablement on n'est pas capable de démontrer la valeur de l'analytique. Parce que si on serait en mesure de démontrer la valeur, on serait capable d'avoir les budgets. Je n'ai pas les compétences nécessaires ou je n'ai pas personne à l'interne qui a les compétences nécessaires pour nous faire avancer. Une autre chose qu'on entend souvent, c'est vraiment nos données RH ne sont pas bonnes. Je n'ai pas l'appui de mon patron. Mon patron ne comprend pas, ne pense pas que c'est important. On n'a pas une culture de mesure dans notre organisation. Fait que ça, c'est ce qu'on entend là, dans de la part de prospects et de clients qui nous disent pourquoi ils ne sont pas rendus plus loin que ça dans l'analytique. Parfait. Fait que là, on est prêt pour les 6 ingrédients. On va peut-être accélérer un petit peu parce qu'on va arriver serré dans notre temps, sinon, si on veut parler des 6 ingrédients comme il faut. Mais le premier ingrédient, ce sont les données. Donc, évidemment, les données, hein, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas les données, il n'y a rien, aucune analytique, aucune analyse, il n'y a rien que vous pouvez faire. Donc, ça commence par ça. C'est quoi les données? Bien, premièrement, un projet d'analytique, il faut savoir que c'est la grande majorité du projet, ça va être les données. C'est là que se passe la majorité du temps dans un projet d'analytique. On parle de plusieurs choses. Hein, quand on parle de données, bon, l'intégration, la plupart du temps, on voit que les entreprises ont 2, 3, même plus que 3 systèmes. Donc, il y a une question d'intégrer toutes ces données-là. Il faut que ces données-là soient cohérentes entre chacune aussi, là. Les dictionnaires, il faut bien définir c'est quoi les données, qu'est-ce que les données représentent. Si on a des indicateurs, définir ces indicateurs-là. La gouvernance des données, se donner des processus de gestion pour être sûr que la donnée est bien gérée, reste propre. Confidentialité, la donnée RH est hyper sensible. Donc, évidemment, on veut s'assurer que les bonnes personnes ont accès aux bonnes données. Bon, il y a des outils de reporting. La qualité, on va en parler aussi un petit peu.
L'historique, est-ce qu'on va avoir 1 an d'historique, 6 mois d'historique ou on va avoir 30 ans d'historique? Ça, c'est quelque chose qui va changer aussi beaucoup l'envergure du projet. Puis, ben, la sécurité, hein, s'assurer qu'il n'y a pas personne de l'extérieur qui puisse avoir accès à nos données. Donc, tout ça, là, ça va prendre au moins 80% de votre temps dans un projet d'analytique RH. Donc, ça, c'est la chose qu'on entend tout le temps, hein. Je pense que c'est quand je parle à des gens, là, c'est la chose qu'on me dit tout le temps. Moi, mes données sont tellement épouvantables, là, et c'est impossible de faire de l'analytique avec ça. Oui, ça, oui, on l'entend. Puis je vous dirais que les gens, on dirait qu'en RH, c'est la norme de ne pas avoir des bonnes données, là, OK? C'est plus la norme que d'avoir des bonnes données. Mais le problème là-dedans, c'est qu'on a bien beau se dire qu'on n'a pas des bonnes données, mais il faut commencer par quelque part, puis il faut se donner une façon de travailler pour s'améliorer au niveau de nos données. Vos données ne s'amélioreront pas tout seules, là. Il faut que vous mettiez le spotlight dessus. Il faut que vous sachiez c'est où que vous avez des problèmes. Puis, en même temps, c'est souvent, on nous donne cet argument-là, mes données ne sont pas bonnes, je ne peux rien faire. Mais il ne faut pas attendre non plus d'avoir des données parfaites parce que les données parfaites, ça n'existe pas. Donc, tu sais, ce qu'il faut faire, là, c'est que la qualité de vos données, elle va dépendre des processus que vous avez en place. Est-ce que c'est facile pour les gens qui entrent les données de vous donner des bonnes données? Est-ce qu'ils sont motivés à vous donner des bonnes données? Est-ce que vous validez les données qu'on vous donne? Puis je peux vous donner un exemple là, d'une organisation, qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer la qualité de leurs données? Bien, ils ont centralisé l'entrée de données dans les systèmes d'information RH. Donc, ils ont pris un groupe, c'est tout le temps eux qui rentrent les données et à tous les soirs, il y a un rapport de non-conformité qui sort pour venir dire, ben voilà les erreurs qu'on trouve dans les données et ils les corrigent à la source dès le lendemain. Parce que c'est bien beau de savoir qu'on a des erreurs dans nos données, mais si on ne va pas corriger à la source, ben ça ne s'améliorera pas. Fait que je vous dirais que ce qu'il faut viser, là, quand on est pour gagner en maturité, bien, on devrait aspirer à de la donnée qui est propre et ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir un audit de notre qualité de données, puis de voir c'est où qu'il faut mettre l'emphase, puis c'est où qu'il faut corriger notre donnée. Puis là, c'est sûr qu'on parle des données, là, mais la donnée, ça vient aussi avec tout l'aspect légal, puis il y a tout l'aspect éthique aussi. Puis on voit que l'éthique, surtout, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans la tête des gens avec tout ce qu'on entend aux nouvelles. Toi, sur le terrain, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi les meilleures pratiques? C'est quoi les choses que tu recommandes de faire pour ces aspects-là légaux et éthiques? Oui. Bon, ça, tu sais, oui, avoir de la donnée de qualité, mais en même temps, il faut se poser des questions, là. S'il y a une fuite de données à RH, là, ça ne vous fera pas une bonne presse, hein? Fait qu'il faut que vous travailliez à identifier c'est quoi la donnée qui est sensible dans votre organisation. Puis il faut faire attention aussi, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de voir tout, OK? Donc, il faut avoir en place de la gestion d'accès des données. Par exemple, les gestionnaires devraient avoir seulement accès aux données des employés qui supervisent et ne pas commencer à avoir accès à toutes les données dans l'organisation. Euh, Vous devriez demander conseil là, à votre département juridique sur l'utilisation que vous pouvez faire des données RH. Bon, là, je vous entends dire, et moi, je suis une petite organisation, je n'ai pas de département d'avocats dans mon organisation, mais allez regarder, là, il y a des lois là, qui sont là justement pour les données personnelles et identifiez bien ce qui est sensible, puis créez-vous des politiques à l'interne là, pour faire en sorte que ben, le numéro d'assurance sociale, ça ne circule pas, ça, dans l'organisation. Le salaire de la haute direction, souvent, c'est très sensible, ça. Donc, c'est de la donnée qu'on va plutôt cacher. Ayez des politiques, des procédures de sécurité pour le traitement puis le stockage des données. Puis je vous dirais que aussi, ce qu'il faut faire attention, c'est on ne devrait pas utiliser l'analytique pour vraiment cibler des personnes. On prend l'analytique pour voir plutôt des observations, des tendances, pour analyser des groupes d'employés. On ne devrait pas prendre des actions individuelles là, sur les données. Puis aussi, tout le temps,
travailler quand justement on sort de la donnée, parce que je vois ça souvent, là, on a de la donnée dans notre système, puis on amène ça dans Excel pour être en mesure là, de jouer avec nos données, puis sortir, faire des analyses. Bien, on devrait tout le temps anonymiser cette donnée-là. On ne devrait pas avoir de nom d'employé là, dans notre chiffrier Excel. Fait qu'en gros, là, c'est ce que vous devriez faire. Puis ce que j'ai vu aussi, parce que les employés devraient vous donner la permission d'utiliser leurs données. Et ça se fait bien au niveau de la signature du contrat d'emploi. Fait que quand ils signent leur contrat d'emploi, il devrait peut-être y avoir une clause dans le contrat qui vient dire que vous allez utiliser la donnée pour faire des analyses, pour améliorer l'expérience employée ou que vous allez améliorer leurs conditions de travail. Donc, c'est important là, que les employés soient conscients que leurs données vont être utilisées, mais que ça va être utilisé à bon escient. Donc, on a fini avec le premier ingrédient qui était les données. Le deuxième ingrédient, c'est l'équipe. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'équipe? C'est que ça vous prend une personne dans votre équipe. Ça vous prend au moins une personne avec qui l'analytique, ça devient sa responsabilité. Ça se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent un petit peu d'analytique. Ça se peut que ça soit un peu une tâche distribuée. Mais au final, ça prend quelqu'un qui est éventuellement responsable que l'analytique se produise correctement dans votre entreprise. Puis ça, on voit un petit peu plusieurs modèles, André. Hein. Il y a des gens où on a une personne qui fait ça à temps plein, une personne qui fait ça à temps partiel, personne qui le fait du tout à temps plein. Là, c'est comme un peu partout. Je pense que tu as des exemples de ce qui arrive quand on utilise différents modèles. Oui, ben, c'est ça. Tu sais, quand on est au niveau 1, habituellement, là, c'est que, bon, on n'a pas vraiment personne qui s'en occupe. Puis là, c'est un peu désorganisé. Puis là, on pense que si on achète un outil, tout va s'organiser tout seul. Non, non, c'est pas de même que ça fonctionne. Là. Il faut vraiment qu'il y ait une personne qui est responsable. Puis peut-être au début, vous vous dites, ben, qui chez nous pourrait être responsable de l'analytique? Bien, cherchez là, la personne dans l'équipe RH qui aime ça, les chiffriers Excel, celle qui est tout le temps en train de poser des questions puis qui se creuse la tête là, à aller chercher de l'information. C'est peut-être cette personne-là qui va être la mieux placée pour commencer à mettre en place l'analytique dans votre organisation. Cherchez aussi du côté habituellement là, de la personne qui gère le système d'information RH ou la personne qui est en rémunération. Habituellement, c'est des bons profils là, pour débuter. Puis j'ai des clients là, qui, eux, ce qu'ils ont fait là, au départ, c'est qu'ils ont pris une personne puis ils ont dit, OK, 20 de ta tâche, ça va être de faire de l'analytique. Donc, une journée par semaine, là, tu vas faire de l'analytique. Puis, tu vas commencer à mettre en place. Si vous ne donnez pas la responsabilité à quelqu'un dans votre équipe, il ne se passera jamais rien. Donc, c'est de faire porter le chapeau à quelqu'un et de lui donner des responsabilités pour ça dans sa description de tâche. Je vous ai mis ici là, que quand on veut avancer, là, on va être rendu au niveau 3, niveau 4, là, ça nous prend une équipe multidisciplinaire pour faire de l'analytique RH. Donc, puis vous n'aurez jamais une personne qui est capable d'avoir toutes ces compétences-là. Ça vous prend quelqu'un qui comprend la business, qui a une mentalité de consultant. Ça vous prend quelqu'un qui est bon raconteur, qui est capable de faire du storytelling, qui est capable de raconter une histoire avec les données. Ça vous prend aussi des profils qui sont plus du côté psychologie organisationnelle. Donc, quand on parle de la donnée de sondage puis tout ça, ça vous prend des gens là, qui ont ces compétences-là. Bien sûr, ça prend des gens d'RH dans l'équipe d'analytique RH. Mais ça va vous prendre aussi un autre type de bibites, là. Donc, des gens qui sont plus du côté statistique, analyse de données, des gens de TI aussi dans votre équipe. Donc, des gens qui vont être capables d'aller extraire la donnée des systèmes et l'amener là, dans une base de données pour être en mesure de baser vos analyses. Faites attention, s'il vous manque une de ces compétences-là, ça va amener des désavantages. Comme par exemple, si vous n'avez pas quelqu'un qui est bon en statistique, qui connaît aussi tout ce qui est au niveau, quelqu'un a un profil mathématique. Ce que ça va faire, c'est que vous allez rester dans vos rapports de base, puis vous allez rester dans publier des KPI. Ça vous prend quelqu'un qui est capable de vous amener un peu plus loin que ça, puis faire des analyses de régression, de la corrélation, etc. Fait que vous voyez, là, c'est super important de commencer à bâtir votre équipe en pensant à toutes ces compétences-là.
Là, en disant Pardon. ça, je suis pas mal sûr que tu as fait peur à plusieurs personnes, là, parce que là, ils vont embarquer, ça me prend une équipe de 30 personnes pour commencer l'analytique. Fait que c'est sûr que la première question, c'est, mettons, dans un monde parfait, c'est quoi la taille, c'est quoi qu'on a besoin des profils, puis c'est quoi la taille idéale d'une équipe pour commencer l'analytique, pour se lancer dans l'analytique? Bon. Il y a pas de taille parfaite, de ratio, OK? J'ai déjà vu des ratios, là, mais je trouvais que ça ne faisait pas de sens. Une personne en analytique pour 50 personnes en ressources humaines, ça voudrait dire que, regarde, tu ne fais pas d'analytique tant que tu n'as pas 50 personnes en ressources humaines, ça n'a comme pas de sens. Parce que là, ça, je pense que c'était plus dans le passé qu'on voyait ça comme ça. Maintenant, ce qu'on voit, OK, c'est. Puis la plus petite équipe possible, je vous dirais, si vous voulez passer à un niveau 3, là, c'est d'avoir un responsable, OK, une personne responsable de l'analytique et une personne qui est capable d'aller extraire les données. Donc, quelqu'un là, plus de type informatique. Donc, ça peut être quelqu'un qui est là, qui est du département informatique, mais qui a une portion de son temps là, qui est dédiée à vous aider à extraire les données. Puis, le leader analytique, habituellement, lui, il va bien comprendre les RH. Là. Fait que, ça pourrait être la plus petite équipe possible. Mais je vous ai fait ici une petite structure de base là, que quand on veut vraiment progresser beaucoup plus rapidement, bien là, on devrait avoir un directeur d'analytique RH, OK, le responsable, et on devrait briser en deux la fonction analytique et mettre une personne qui est vraiment responsable de tout ce qui est produire les indicateurs, les tableaux de bord et de répondre aux questions des gestionnaires, et une autre personne ou un autre groupe qui, lui, s'occupe d'aller faire des projets beaucoup plus poussés. Donc, déterminer qui est à risque de quitter, regarder les cheminements de carrière et être en mesure de déterminer c'est quoi les meilleurs cheminements de carrière dans notre organisation, et ça basé sur des données. Donc, de travailler plus, là, les gens en analytique RH qui sont du côté analytique RH sont vraiment plus portés à aller faire en mode projet, tandis que ceux à gauche, c'est vraiment plus des gens qui vont être au niveau vraiment reporting, indicateur de performance, tableau de bord. Ça, je vous dirais que c'est une bonne structure qui fonctionne parce que si on ne sépare pas les deux groupes, ben, vous allez juste faire répondre les questions aux gestionnaires, vous allez juste produire des rapports, puis vous allez juste mettre à jour vos tableaux de bord. Là. Fait qu'il faut vraiment séparer ça. Puis si on veut prendre encore plus de maturité, ben voilà une structure là, qui pourrait devenir, là, quand on est niveau 3, fin niveau 3, puis on va atteindre le niveau 4, là, ben, vous avez votre groupe qui fait le reporting, puis les indicateurs, puis qui répond aux questions. Vous avez un groupe qui s'occupe de tout ce qui est sondage employé. Puis là, je ne parle pas rien que sondage de mobilisation, je parle rétroaction en continu, je parle entrevue de départ, je parle des gens là, qui s'occupent d'aller vraiment chercher l'opinion des employés et prendre cette donnée-là et l'interpréter. Et vous avez les gens d'analytique RH, donc ceux qui vont faire des projets en lien avec vos objectifs d'affaires. Puis, vous allez avoir ceux qui font de la planification stratégique des effectifs. Fait que là, vous voyez, là, on commence à avoir une structure beaucoup plus étoffée pour gagner de la maturité. Donc, on a déjà notre troisième ingrédient. Donc, on avait les données en premier, l'équipe en deuxième. Le troisième, c'est les technologies. Bon, mais c'est sûr hein, que si on veut tout faire ça, c'est sûr que ça ne se fera pas à la mitaine. Ça va falloir que vous soyez supporté avec la technologie pour y arriver. Puis ça, on dit, c'est quelque chose qu'on a pris là, du Big Data at Work, le livre du Big Data at Work. Puis on est d'accord avec ça, c'est que la décision de la technologie que vous allez utiliser, c'est une des décisions les plus importantes parce que je vous dirais qu'une fois que vous l'avez choisi, vous êtes marié. C'est pas pour la vie, par contre, mais c'est probablement pour plusieurs années. C'est très difficile de changer d'idée, de retourner en arrière pour changer la technologie qui supporte votre analytique RH. Et ça, on a un exemple d'un client où eux ont fait un projet hein, de plusieurs millions de dollars échelonné sur 5 ans avec une équipe, une grosse équipe. Puis bon, ben, comme n'importe quel projet en cours de route, ils se sont aperçus que ben, avec ce qu'ils ont appris, ils n'auraient peut-être pas fait ça pareil le début. Puis même eux, avec les ressources qu'ils ont là, ils ne peuvent pas retourner au début pour changer la technologie ou ils aimeraient faire des changements parce que c'est pas possible. Donc, ça vaut la peine de prendre son temps, d'y réfléchir, de bien vous renseigner. Puis une fois que vous vous lancez avec une technologie, que soyez sûr que ce soit une bonne technologie qui va pouvoir vous durer pour plusieurs années. En termes de technologie, on en a quand même 4 types ici qu'on vous montre, tout dépendamment. Sur l'axe des Y, vous avez spécifique au domaine RH, ça veut dire, donc c'est vraiment
adaptés pour vous, les RH, plus on monte. Et plus on va vers la droite, ça veut dire plus c'est des outils qui sont capables de vous donner de l'information analytique qui vont vous permettre une analyse avancée. Donc, à la base, on a le chiffrier Excel qui peut être un bon outil. Là. Si on a une centaine d'employés au moins, si on commence avec l'analytique, il faut commencer quelque part. Le chiffrier va commencer à vous donner au moins peut-être les 2-3 indicateurs RH que vous avez besoin. Si vous êtes plus gros, si vous avez déjà un SIRH en place, habituellement, votre SIRH va vous donner des indicateurs aussi. Il y a plusieurs problèmes, par contre, qu'on rencontre avec ça. Le premier problème, c'est qu'il n'y en a pas des centaines, hein? On en a quelques-uns indicateurs. Souvent, on ne sait pas comment ils sont calculés. Donc, si on veut la comparer avec la donnée historique, des fois, c'est difficile. Puis, on ne peut pas faire des changements. Donc, c'est un petit peu fixe, mais au moins, si on part d'un chiffrier Excel, déjà, le CRH devrait vous avancer un petit peu, vous donner un petit peu plus d'indicateurs. Si on redescend, mais on va vers la droite, la solution d'intelligence d'affaires. C'est un moment où c'est une place où vous dites, bon, ben, c'est pas spécifique pour le domaine des RH, mais c'est très avancé. Un exemple de ça que vous connaissez peut-être, c'est Power BI de Microsoft. À ce moment-là, c'est vraiment une plateforme qui fait de l'intelligence d'affaires. Donc, c'est extrêmement avancé, extrêmement poussé. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Par contre, ce n'est pas adapté au RH. Il faut savoir ce qu'on fait. Ce n'est pas un clé en main. Mais si vous avez une équipe à l'interne qui peut vous aider à mettre ça en place, c'est sûr que c'est des outils qui vont vous aider beaucoup. Évidemment, quand on est mature, c'est pour ça qu'il y a une boîte à droite. Là, quand on est mature, on s'en va plus vers la droite. C'est un choix que vous avez à faire. Est-ce qu'on veut y aller avec une solution que nous, on va développer à l'interne, qui est avec la solution d'intelligence d'affaires comme un Power BI, et on se fait notre propre entrepôt de données, on bâtit nos propres choses à l'interne, ou on va avec la solution d'en haut, qui est une application d'analytique RH clé en main. Et là, en toute transparence, nous, c'est ce qu'on fait ici. Mais il y a d'autres solutions aussi, là. Donc, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui est prêt à utiliser ou tout a été intégré déjà, qu'on fait seulement qu'activer, puis finalement, on a tout ce qu'il faut, qui est spécifique au RH avec les indicateurs RH? Oui, puis ce qui est important à réfléchir, là, c'est de où vous voulez aller en analytique. Fait que donc, vous reprenez le modèle de maturité, puis vous vous dites, OK, là, je suis au niveau 1, le chiffrier va bien suffire, là, parce qu'habituellement, au niveau 1, les gens, ce qu'ils utilisent, c'est un chiffrier. OK? Il n'y a pas personne qui a un outil puis qui est au niveau 1. Puis là, puis peut-être certains d'entre vous ont déjà en place un système d'information RH, puis qu'il y a quelques indicateurs. Fait que ça, là, vous allez, niveau 1, début du niveau 2, vous allez être à la gauche, là, avec chiffrier, SIRH, gestion des talents. Mais aussitôt là, que vous allez vous vouloir aller rentrer comme il faut dans le niveau 2, puis commencer à penser au niveau 3, au niveau 4, vous n'avez pas le choix d'aller vers la droite. Impossible de se faire avec un chiffrier, même si vous êtes une petite organisation. OK, c'est impossible. Donc, si vous voulez progresser en analytique, vous n'aurez pas le choix, là. Il va falloir que vous décidiez entre se développer quelque chose à l'interne, entrepôt de données, etc., ou aller avec un outil d'application analytique déjà prédéveloppé. Bon point. Donc, peu importe si vous développez votre solution à l'interne ou vous en prenez une déjà clé en main, en arrière, ça ressemble un petit peu à ça. Là, on ne passera pas beaucoup de temps, là, mais juste vous expliquer que c'est quand même assez complexe, ce type de projet-là. C'est que, comme on dit au départ, là, habituellement, dans les RH, on a plus qu'un système. Si vous en avez juste un, tant mieux. Vous êtes chanceux, habituellement, on en a plusieurs. Et là, il faut aller chercher ces données-là. Il faut les extraire, il faut les emmener ensemble. Et là, c'est toutes sortes de modèles de données différents. Donc, il faut recréer un modèle unique, centralisé, avec toutes ces données-là qui va être cohérent. Une fois qu'on a ça, on va l'envoyer dans notre entrepôt de données. Et là, dans notre entrepôt de données, on a plusieurs choses. On a les données brutes, on va calculer des nouveaux indicateurs. C'est là que la donnée va résider finalement. Et ça va servir à alimenter habituellement, surtout si on est à droite, on est plus mature dans notre niveau d'analytique. Ça va venir alimenter deux types d'utilisateurs. Ceux qui veulent du reporting simple, que je dirais, ce qui veut dire je veux mon tableau de bord, mon rapport mensuel, je veux avoir mes indicateurs réguliers qu'on suit, les 15 indicateurs RH qu'on suit. Donc ça, c'est vraiment de la consommation, je dirais presque plus statique. Tandis que l'analyse de données, c'est là qu'on va aller faire plus, on va être un petit peu plus proactif dans l'utilisation de l'analytique RH. Ça veut dire que si on trouve, par exemple, mon taux de roulement augmenté, bien, on va aller faire une analyse où augmenter, pourquoi augmenter, est-ce qu'on a des pistes de solutions, est-ce qu'on a des pistes de réponses à savoir pourquoi notre taux de roulement a augmenté, et on va servir des données pour aller chercher des réponses à nos questions. Et là, c'est le modèle le plus simple là, que vous pouvez avoir parce qu'à ça, là, on peut ajouter plein de choses, comme des comptoirs, par exemple. Si vous avez des scientifiques de données, vous voulez faire du prescriptif ou du prédictif, ça va prendre un comptoir de données où ce que vos scientifiques de données vont pouvoir aller se connecter. Donc, vous pouvez voir qu'en arrière, tout ça, là, pour avoir un tableau de bord simple, là, en arrière, il y a quand même une grande complexité pour y arriver. Oui,
Puis ça m'amène à vous dire que, tu sais, quand je vous ai présenté tantôt, là, c'est quoi que ça pourrait ressembler une structure de base, donc d'avoir le reporting d'un côté avec les tableaux de bord, puis d'avoir de l'autre côté les gens qui font des projets un peu plus d'analytique avancée. Bien, si vous n'avez pas une grosse équipe, bien, dites-vous là, que le côté reporting, le côté tableau de bord, plus que vous allez l'automatiser puis l'offrir en libre service à vos utilisateurs, moins vous allez avoir de besoin de gens dans cette équipe-là. Fait que ça, ce que ça fait, là, c'est que vos utilisateurs, ils ont accès à leur tableau de bord en ligne, ils peuvent filtrer l'information, donc ils veulent voir le taux de roulement par groupe d'âge, ils sont capables de le faire eux-mêmes, ils ont réponse à leurs questions, ils veulent avoir, je ne sais pas moi, les départs qu'il y a eu dans le dernier mois. Ils veulent savoir qui a quitté, dans quel groupe d'emploi étaient ces gens-là. Ils ont accès à ça eux-mêmes, les utilisateurs, et il n'y a pas un petit, euh, j'allais dire, un groupe de gens là, qui bâtit des rapports sur demande, là, parce que ça, je l'ai vu, des équipes là, qui étaient 15 là, juste pour répondre aux questions des gestionnaires puis être en mesure de fournir de l'information de base. Donc, si vous êtes capable d'automatiser ça puis de l'offrir en libre service, bien, vous allez pouvoir dégager des gens qui vont être davantage sur l'analyse plus stratégique. Effectivement. Donc, on est déjà à notre quatrième ingrédient, l'alignement stratégique. Et là, André, on aligne quoi? On aligne quoi? Écoute, euh, en RH, là, puis si vous êtes CRHA, puis si vous avez suivi, vous avez fait votre bac en ressources humaines, il en parle dans les livres. Hein. Pour que les investissements en capital humain soient fructueux, ils doivent être alignés avec les objectifs d'affaires et avec la stratégie organisationnelle. On s'en sort pas. Mais c'est la même chose pour l'analytique. Pour que l'analytique RH prenne son envol, elle doit être capable de résoudre des vrais problèmes, ceux qui ont un impact sur les objectifs d'affaires de l'organisation. Fait que c'est important l'alignement stratégique. Fait que comment on fait pour s'aligner? Ben, des petits trucs, là, il faut identifier vraiment c'est quoi les préoccupations de la haute direction, connaître les 5 choses qui empêchent votre président de dormir la nuit. Aussi, on peut regarder peut-être le tableau de bord de la haute direction. C'est quoi les KPI que ces gens suivent là? C'est probablement, peut-être qu'il va y avoir un ou deux KPI RH, mais il va y avoir des KPI de vente, il va y avoir des KPI de service à la clientèle. Donc, ces KPI-là, là, s'ils sont suivis, c'est qu'ils sont liés avec des préoccupations de la haute direction. Ça fait que ça vous enligne peut-être sur le type de projet analytique qui peut être intéressant à faire. Vous devriez aussi identifier les endroits au départ, là, tu sais, si vous voulez faire, moi, ce que j'appelle là, un quick win, là, ben, allez voir les endroits là, qui génèrent de la valeur. Là. Donc, tu sais, tout ce qui est point de vente dans votre organisation, tout ce qui est centre d'appel, ça, habituellement, là, c'est facile d'aller améliorer les façons de travailler puis d'aller chercher directement un retour sur l'investissement. Aussi, tout ce qui est projet de santé, sécurité au travail, il y a beaucoup d'argent qui est investi là. Donc, si vous êtes capable de faire des projets en lien avec ça pour faire baisser votre taux de fréquence, votre indice de gravité, bien ça, ça peut être des quick wins. Puis tout ce qui est en lien aussi avec les talents clés. Puis je vous dirais qu'on a, puis on va venir, puis on va en avoir encore plus, tout ce qui est problème là, de pénurie de talent. Donc, tout ce qui est en lien avec le recrutement, ce qui est en lien avec la rétention, tout ça, c'est des projets qui peuvent vous aider là, à venir démontrer l'importance de l'analytique. Puis commencez toujours par une question. Une question là, que la haute direction là, voudrait régler. Là. Tu sais, comment on fait pour justement, je ne sais pas, attirer des nouveaux talents? Est-ce qu'il faut travailler sur notre marque employeur? Comment on fait pour évaluer la qualité de notre marque employeur? Allez questionner la haute direction. C'est pour ça que c'est important que mais l'équipe d'analytique RH soit directement sous le VP, OK? Sous le VP talent dans votre organisation. Et parce que s'il est à 2, 3 niveaux plus bas, il va avoir un disconnect. Là. Fait il faut vraiment être au fait de c'est quoi la stratégie organisationnelle.
Puis il faut faire attention aussi, là, parce que je pense entre autres à un exemple que tu m'avais donné que justement c'était Josh Bersin qui parlait, où ce que on peut s'aligner sur des choses intéressantes qui ne sont pas nécessairement importantes aussi, là. Exactement. Puis ça, c'est dans le cas où, quand on n'est pas aligné, là, puis qu'on a parti à une équipe d'analytique, puis on a mis une couple de scientifiques de données, puis on leur a dit, hey, prenez les données puis trouvez-nous des affaires. Là. Ben, Bursin, il disait justement, une fois, il était dans une conférence, OK, puis après la conférence, il y a un monsieur qui vient le voir, puis il dit, hey, chez nous, là, on a bâti un super modèle prédictif des départs, puis on est capable de prédire le départ des gens à 92. Fait que là, Josh Bersin, les yeux, ils ont agrandi, ils ont dit, wow, c'est super ça. Vous devez avoir des gros problèmes de roulement dans votre organisation. Puis le gars, il a dit, ben non, on n'a pas de problème de roulement. Fait que ça, tu sais, ça ne donne pas grand-chose parce que oui, c'est intéressant de prédire les départs à 92 mais si tu en as presque, si tu as 2 départs par année, ça ne donne pas grand-chose. Tu as passé ton temps sur quelque chose qui était intéressant, mais pas nécessairement important pour l'organisation. Et là, le cinquième ingrédient, c'est la littératie des données. Puis ça me fait rire un peu parce qu'avant de travailler avec toi, André, je n'avais jamais entendu ça, moi, la littératie des données. Puis à cette heure que je travaille avec toi, je l'entends, je dirais pas tous les jours, mais pas mal à toutes les semaines. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme moi qui disent la littératie des données, c'est quoi ça? Ça marche comment Ouais. cette affaire-là? Bien, tu sais, je vais vous donner la définition de littératie, OK? Littératie, là, je pense que c'est la définition de l'OCDE, là. C'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite, OK? Dans la vie courante, à la maison ou au travail, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. OK? Donc, c'est d'être vraiment capable d'interpréter l'information. Puis, ce que ça veut dire, la littératie des données en ressources humaines, ben, c'est d'être à l'aise avec les chiffres. OK? Puis ça, malheureusement, OK? Puis probablement à cause du profil des gens en ressources humaines, probablement aussi du système d'éducation en ressources humaines. Il y a probablement plein de causes à ça, mais moi, je le vois, là, souvent, les gens de ressources humaines ne sont pas allés en RH pour travailler avec les chiffres. OK? Ils sont allés en RH parce qu'ils voulaient travailler avec des humains. Mais vous n'avez pas le choix. OK? Vous n'avez pas le choix en 2021 de vous intéresser aux chiffres. Ça va trop vite. OK? Il y en a trop d'informations. Il faut que vous soyez capable d'interpréter les chiffres. Puis, je vais vous parler rapidement là, de M. Bernard Marr. Bernard Marr, c'est un Anglais d'Angleterre qui, lui, est plus au niveau technologique. Mais ce monsieur-là, en 2019, il a dit, ben voici là, les 5 compétences pour le futur. Et là, si on regarde les 3 premières, l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'agilité, c'est toutes des compétences que je considère pas mal innées chez les gens en ressources humaines. OK? Et les 2 dernières, technophile et capacité à travailler avec les données, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Technophile, c'est d'être capable d'être à l'aise avec les technologies. Je vous dirais que les nouveaux RH, là, ceux qui rentrent maintenant sur le marché du travail, le sont beaucoup plus que les VP RH là, de 50, 60 ans qu'on voit actuellement, qui, eux, ne vont jamais dans le système d'information RH, ne vont jamais aller ouvrir là, les applications. OK? Donc, ça, je pense qu'on va le gagner parce que la nouvelle génération est beaucoup plus à l'aise avec les technologies. Mais la capacité à travailler avec les données, malheureusement, ça, ce n'est pas enseigné. OK? Ce n'est pas enseigné là, dans le curriculum éducatif là, universitaire actuellement. Donc, il faut être en mesure de travailler, d'être capable de travailler avec les données, d'être capable de les manipuler, de les comprendre. Puis, c'est quoi la solution en RH là, pour être en mesure de gagner en littératie des données? Bien, je vous dirais là, qu'il faut monter le niveau de l'équipe RH. OK? Il faut le monter d'un cran. OK? Il faut que tout le monde dans l'équipe RH, puis là, je ne parle pas ceux qui font de l'analytique, là. Je parle vraiment là, les généralistes RH, les partenaires d'affaires RH. Il faut qu'ils commencent à avoir une mentalité orientée sur la performance et les faits. OK? Il faut qu'on leur apprenne à demander, à poser des questions, à aller chercher des faits, de ne pas toujours être en mode solution, OK? De vraiment comprendre le problème, de le décrire, à poser les bonnes questions. Il faut les apprendre à investiguer. Il faut aussi leur offrir de la formation
pour les aider à mieux comprendre l'utilité de l'analytique. Puis là, je ne dis pas de leur donner des cours de sciences de données, là, et on ne veut pas faire d'eux des scientifiques de données. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables d'utiliser les données dans leur travail de tous les jours avec des exemples concrets, de développer un appétit pour les indicateurs de performance. Quand ils vont rencontrer un gestionnaire qui ait avec eux leur tableau de bord, qui voit ce qui s'est passé dans le dernier mois pour être en mesure de mieux accompagner les gestionnaires. Puis aussi, tu sais, le genre, on me demande souvent, c'est quoi le genre de cours qu'on pourrait mettre en place, là? Bien, tu sais, je peux vous en donner une liste, là, mais tu sais, la pensée analytique, la résolution de problèmes, l'analyse d'affaires, l'analyse statistique. Puis quand je dis analyse statistique, c'est analyse de base, là. Comment collecter des données, les outils de reporting, qu'est-ce qui existe sur le marché, la communication efficace, le sens des affaires, des cours de finance, de cours de planification stratégique. Fait que vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place dans l'équipe RH pour qu'ils soient en mesure de mieux s'outiller. Puis je vous dirais qu'à la limite, là, vous devriez demander, quand ils présentent des projets RH, de bâtir des business cases. Donc, d'être capable de bien réfléchir à c'est quoi le problème qu'on a, puis c'est comment on va le résoudre, c'est quoi la solution, puis c'est quoi les bénéfices qui vont résulter, qui pensent déjà au départ, là, qu'on n'essaye pas, là, parce que quand on arrive avec un bon business case, habituellement, les projets RH vont passer. Là. Fait que je vous dirais que c'est peut-être ça, là, la solution à faire là, dans votre équipe RH pour les amener à un autre niveau. Puis toi qui es dans le domaine depuis 10 ans, André, là, c'est-tu moi ou avant on voyait ça moins des business cases en RH, là, c'était un peu moins commun. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, là, mais que c'était moins commun, puis que maintenant ça devient de plus en plus le standard. Bien, honnêtement, ça va dépendre je vais dire, ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre de la OK? culture organisationnelle. Il y a des organisations que c'est très structuré, puis tout le monde doit monter des business cases. Mais je te dirais que c'est moins la norme, OK? On voit souvent, là, tu sais, on a quelques arguments, puis on réussit à convaincre, notre président là, que c'est important de faire ça. Dans la Mhm. plus petite entreprise, tu sais, on va être moins structuré à ce niveau-là. Mais si on commence à travailler comme ça en pensant en business case, ben, peut-être que là, on va amener les gens à vouloir aller chercher vraiment de l'information pour appuyer là, leurs initiatives. Parfait. Donc, déjà, le temps file. Le dernier ingrédient qui est la culture des données. Puis celui-là, c'est un peu spécial parce que la culture des données, c'est peut-être des 6 ingrédients, c'est peut-être le seul où les RH ont peu ou même des fois pas du tout de contrôle ou d'influence dessus. En fait, pas de contrôle, mais toi, selon toi, tu dis qu'il y aurait moyen d'impacter. Les RH ont quand même quelques outils, quelques points de levier pour réussir à influencer un peu la Oui, culture. c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que pour atteindre le niveau 4, là, il faut que la culture de données soit institutionnalisée dans l'organisation au complet. OK? Puis, ça va être difficile pour les RH d'amener cette culture-là si elle n'est pas déjà présente. OK? Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça va être difficile de faire partir ça des RH. Fait que je dirais, à ce moment-là, il faut se mettre. Puis, tu sais, les gens de finance ont habituellement une culture de données, fait qu'il faut se mettre en partenariat là, avec probablement d'autres secteurs de notre organisation pour instaurer cette culture de données-là. Il y a des secteurs d'activité où c'est plus facile. Là. Si on parle du secteur finance, assurance, la culture des données, elle est là, dans ces organisations-là. Mais il y a des secteurs où ça l'est un peu moins. Je vous dirais peut-être dans la plus petite organisation qui est gérée par un président qui fait tout dans l'organisation, un président qui a une intuition qui base tout sur son expérience, puis c'est lui qui prend les décisions. C'est sûr que dans la plus petite organisation, quand on a un président fort, puis que lui, il pense en intuition, puis il ne vient pas chercher des faits, ça va être plus dur aussi de faire changer la culture. Mais Mhm. dites-vous que l'obstacle de cette culture-là, c'est pas l'obstacle de ça, c'est pas la technologie, parce que la technologie, elle existe maintenant. Là. C'est vraiment de changer la culture. Puis pour ça, bien, ça prend de la gestion de changement, puis ça prend aussi de la maîtrise puis de la littératie des données. OK? Donc, le point 6 là, vient aider là, aux obstacles. Puis, si je regarde
comment on peut impacter la culture des données, ben, il faut que la haute direction embarque là-dedans. Il faut que la haute direction ait des communications fréquentes, puis qu'ils parlent, qu'ils basent leurs décisions sur des faits. Il faut avoir aussi la possibilité d'accéder aux données. Donc, il faut avoir des systèmes en place, là. Si on n'a pas de système en place, ben c'est difficile d'accéder à la donnée. Il faut aussi que les données soient considérées comme un atout compétitif, comme un avantage compétitif. Puis, il faut aussi faire la balance, là. Surtout en ressources humaines, les données remplaceront jamais le jugement humain. C'est un outil pour venir aider l'humain à prendre des décisions. Le jugement puis l'expérience là, ne peut pas être complètement remplacé par la machine, là. Moi, ça, j'y crois pas. Dans analytique, ressources humaines, il y a le mot humaine. Donc, il faut quand même garder la part importante du jugement humain. Puis les organisations matures là, dans les niveaux, bien, ils ont été capables, eux, de faire, de trouver le juste milieu entre données et expérience. Puis le meilleur exemple qu'on a là-dedans, c'est Google. Google, le département RH, là, qui ne s'appelle pas département RH, je ne me souviens plus exactement du nom, mais chez Google, ils sont partis avec la prémisse que toute décision RH devra être basée sur des faits, basée sur des données. Mais ils ont quand même reculé sur certains programmes. Par exemple, il y avait un programme où on donnait les promotions. Ben, c'était un algorithme qui venait décider qui était apte à avoir la meilleure promotion. Ça, les gestionnaires, là, n'ont pas aimé ça parce qu'il y a quand même, veut pas, de l'expérience puis du jugement humain que la machine ne pourra jamais avoir. Donc, Google a été capable de faire preuve de maturité puis vraiment de trouver le juste milieu entre données et expérience. Parce que ça peut faire peur à beaucoup de gens aussi, l'analytique, Oui, pour ça. De dire, oui, on déshumanise notre département puis notre oui, entreprise. oui. Donc, et voilà, c'est les 6 ingrédients qu'on avait à vous présenter aujourd'hui, les données, l'équipe, la technologie, l'alignement stratégique, la littératie des données et la culture. Avant qu'on passe aux questions, on voulait juste vous annoncer quelques petites choses. Donc, ces webinaires-là, pour ceux qui sont nouveaux, là, on les fait à tous les mois. On va peut-être prendre une pause en juillet ou août, c'est à confirmer, mais on va en avoir un en juin, c'est sûr, qui va être les 5 choses essentielles pour que votre projet d'analytique RH soit un succès. Mon collègue Gauthier vient de mettre justement, je pense, un lien dans le chat si vous voulez vous inscrire. Et ensuite de ça, il y a aussi les formations. Donc, André donne des formations, comme je disais, souvent en partenariat avec l'Ordre des CRHA pour ceux qui voudraient avoir les unités, j'oublie comment ça s'appelle, les unités d'apprentissage ou en tout cas les points. Les Donc, vous heures. pouvez les comment? Les heures, Les c'est ça, les heures. heures de Les formation. heures. Là. Euh, il va en avoir une les 25 et 27 mai, donc la semaine prochaine. Si vous êtes membre, vous passez directement par l'ordre. Si vous n'êtes pas membre, écrivez-nous et nous, on peut vous inscrire là, différemment, il n'y a pas de problème. Donc, il va y avoir plus. On est présentement en train de travailler sur notre calendrier des formations, donc il va en avoir plus cet été. Si vous recevez notre infolette, là, vous allez voir ça passer là, dans les prochaines semaines. Et pas de problème, prendre note, c'est juste que vendredi, donc demain, on va vous envoyer un courriel dans lequel vous allez pouvoir revoir la vidéo, la partager du webinaire qu'on a fait aujourd'hui. Vous allez avoir aussi que vous avez déjà, là, finalement, le PDF, on va quand même le réinclure. Puis on a toujours un sondage. On aime ça savoir ce que vous avez pensé de nos webinaires, les sujets qui vous intéressent. On a des choses à améliorer. On essaie toujours de lancer des défis pour rendre les webinaires plus interactifs, plus intéressants. Donc, ça fait le tour. Si vous avez des questions maintenant, parce qu'on n'a pas eu d'unité de formation continue, merci Valérie. Donc, si vous avez des questions maintenant, parce qu'on n'en a pas eu dans le chat durant la présentation, mais si vous voulez les poser, soit dans le chat ou soit en démarrant votre micro et votre caméra, là, soyez bien à l'aise de le faire. On y reste un bon petit 5 minutes pour prendre vos questions. Est-ce qu'on a des problèmes technologiques? Je pense que Lucie Gagnon et Maude Trudeau. Ou c'est juste moi? Non, je pense que c'est juste toi.
C'est juste moi. Ouais. Donc, sinon, André, dans les 6 ingrédients là, qu'on a vus aujourd'hui, toi, tu dirais d'expérience, là, c'est quoi les ingrédients qui vont être plus difficiles ou est-ce que c'est là qui va avoir plus d'énergie qui va être investi? Ben, tu sais, le premier ingrédient, là, puis c'est les données, là. Fait que, tu sais, on s'en sort Mhm. pas, là. Pas de données, pas d'analytique. Fait qu'il il faut que vous travailliez vos données, il faut que vous commenciez à y penser tout de suite. Ceux qui n'ont pas de système d'information RH, puis là, les gens qui vendent des systèmes d'information RH vont m'aimer. Il faut que vous pensiez à vous doter d'un système d'information RH. Ce n'est pas vrai qu'on peut gérer. Bon, c'est sûr, si vous êtes 10 employés, là, il n'y a pas de problème. Mais si aussitôt qu'on passe à 20, 30, 50 employés, il faut penser à avoir de l'information RH qui est disponible dans un système d'information. Donc, la donnée est super importante, puis ça se planifie. Fait que ça, moi, je dirais que ça, c'est l'ingrédient là, qu'on ne peut pas s'en sortir. Puis la personne responsable aussi de l'analytique. Donc, l'équipe, là, commencer à la bâtir, commencer à y réfléchir. Donc, d'avoir vraiment quelqu'un chez vous qui est responsable de l'analytique. Elle n'est pas obligée d'être là à temps plein au départ. Elle peut être là à temps partiel. Fait que ça, je dirais que c'est les deux choses les plus importantes pour débuter, là, si on veut passer Mhm. rapidement au niveau 2. Après ça, si on veut passer niveau 3, 4, 5, ben, 3, 4, 5, 3, 4, l'alignement stratégique va devenir aussi très, très, très important. Il faut vraiment travailler sur des projets qui ont un impact sur les objectifs d'affaires de l'organisation. Parce que plus vous allez être en mesure d'aider la haute direction à prendre des bonnes décisions liées à leurs talents, plus les budgets pour l'analytique vont augmenter. Mhm. Ça, c'est la poule et l'œuf. Fait que l'alignement stratégique est super important. Puis, tu sais, c'est tous des ingrédients importants, mais tu sais, si vous avez à travailler au départ, c'est ça. Puis c'est sûr que la littératie est importante aussi. Donc, peut-être au départ, là, vous devez vous former vous-même sur l'analytique RH. Il existe beaucoup d'informations, de livres, etc., que vous pouvez utiliser pour améliorer vos connaissances en analytique RH. Puis dites-vous qu'il faut commencer quelque part, là. Fait que, c'est ça, là. Fait que, en gros, c'est ça. Mhm. Mais c'est sûr que si vous tentez de faire changer la culture de données, amener une culture de données, vous commencez par cet ingrédient-là, je pense que là, vous perdez peut-être un peu votre temps, là. Vous êtes mieux de commencer par les choses de base qui sont les données puis l'équipe là, au départ. Peut-être un petit projet pilote aussi qui Oui, peut montrer la oui. valeur de. Oui, Mhm. puis ayez pas peur d'impliquer aussi vos gestionnaires d'opération là-dedans. Là. Ils vont être intéressés là, par les choses que vous allez montrer, que vous allez découvrir. Là. Quand on veut montrer, par exemple, le taux de roulement, puis on veut le montrer par groupe d'âge ou par groupe d'ancienneté, ou qu'on veut le montrer par corps d'emploi, bien, la personne qui est aux opérations, c'est de l'information qui va l'intéresser, ça. Puis vous allez pouvoir travailler avec eux pour mettre en place des programmes qui font en sorte que vous voulez améliorer votre roulement. Fait que, tu sais, probablement que le roulement est probablement la chose que vous pouvez tenter là, d'analyser au départ. Puis vos gens d'opération vont être intéressés par ça. Pensez que l'analytique RH, ce n'est pas juste pour les RH. C'est là pour être partagé aussi avec vos gestionnaires parce que c'est eux là, qui sont aux premières lignes, puis c'est eux que ça va intéresser. Fait que, tu sais, moi, je dis souvent, là, le roulement, là, puis, au Québec, actuellement, veut pas, là, on a des problématiques de pénurie de talent. Ben, c'est peut-être là, là, que vous pouvez avoir des gains plus rapides. Là. Mhm. Bon, mais déjà 9h30, ça a été Oui, vite. oui, ça a été vite.